tourner aussi les présentations. Donc tu vas les gérer là. Je sais comment c'est. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir le laboratoire Fridays qui nous accompagne dans cette petite formation technique dans le cadre de la mise en action de la première charte de coopération. Une formation qui vise surtout les destinés. Les voies de présentation vont être ciblées vers les ingénieurs ou personnes. On aura trois présentations. Une première présentation qui sera assurée par le Dr Zakaria qui a porté sur les AVC en général. Une deuxième présentation par le Dr Wataoulay qui va porter sur les causes cardiaques et la clinique cardiaque, fibrillation auriculaire. Et une troisième présentation par le laboratoire qui va nous présenter leur produit. On est désolé pour la partie pratique qu'on avait prévue, qui n'aura pas lieu. C'est parti sur la référence de la partie de l'île. Donc, on va donner la parole à Dr Zakaria. Je demande s'il pose les pauses café là maintenant ou bien après. Parce que si on dépose, les gens vont pas suivre. Bachirou, chers collègues. Comme laser pointe. D'accord, ok. Ok. Cher ami, le Strati Pharma avec le tonton Hervé de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour cette formation. C'est une des formations qu'on a réalisée pour nos compagnons de travail, surtout les paramédicaux, donc les former sur les différentes maladies qu'on admet dans les services et qui traitent eux-mêmes. Donc il faut qu'ils sachent un peu, en tout cas, c'est quoi ces maladies et savoir peut-être informer un peu les parents pour leur propre culture aussi. Donc, désolé aussi pour la partie pratique parce que je pense que l'infirmier qui doit faire la pratique ne sera pas disponible aujourd'hui. Mais dans tous les cas, on a prévu notre formation où il sera là et il va vous former de façon individuelle les personnes qui ont placé ces hôtels et ces jeux. Donc, c'est pour ça que je me permets de présenter cette présentation, les AVC, quelles sont les mesures préventives. Ça, c'est une des anciennes présentations que j'ai eu à faire quelque part, que j'ai modifié ce matin. Donc, c'est surtout à l'endroit de la population générale, mais je pense qu'en tant qu'infirmier aussi, vraiment, c'est important de mettre ces informations. D'abord, en guise d'introduction, pour dire qu'on parle d'AVC, c'est quand l'artère cérébrale et surtout il y a une obstruction brutale, okay, au niveau de l'artère cérébrale. Donc soit l'artère est obstruée, c'est-à-dire qu'il y a un caillot de sang qui bouche l'artère du cerveau, qu'on appelle AVC ischémique, ou bien c'est l'artère qui se déchire carrément et puis le sang se verse dans le cerveau, qu'on appelle AVC hémorragique. Okay? Et vous voyez bien que dans l'AVC ischémique, il y a ce qu'on appelle des AIT. Souvent vous entendez, on dit que c'est un AIT. Donc, c'est un accident ischémique transitoire. C'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait une occlusion et qui de façon naturelle, c'est-à-dire que l'organisme a pu détruire ces caillots de sang en moins d'une heure et la personne a récupéré totalement. C'est ça qu'on appelle AIT. Okay? Et l'AVC constitué, c'est les AVC classiques qu'on voit ici. En termes d'épidémiologie, c'est-à-dire que le nombre de cas, c'est une pathologie qui est très fréquente et répandue dans tous les pays du monde entier. Et le Niger ne fait pas l'exception. Quand vous voyez la prévalence, c'est 387 cas d'AVC pour 100 000 habitants. C'est des données de l'OMS, mais qui sont des données qui sont vraiment sous-informées parce que
en Afrique, il n'existe pas des bases de données réelles qui permettent d'avoir ces vraies informations. Donc vraiment, c'est une sous-estimation de la part de l'OMS, mais c'est surtout lié à nous praticiens parce que ces informations ne sont pas transmises au niveau de l'OMS. Et quand on prend au niveau de l'Afrique du Sub-Sahara, c'est-à-dire que l'Afrique noire, ok, l'Afrique subsaharienne, vous voyez que ça varie entre 15 à 1300 cas pour 100 000 habitants. Vous voyez que c'est beaucoup. Si on prend 100 000 habitants et qu'on a 1300 cas d'AVC, c'est beaucoup. C'est comme si, quand on prend, excusez-moi, quand on prend à Niamey, on a environ 1 million d'habitants. Donc sur chaque 100 000 habitants, on a 1300 cas d'AVC. Vous voyez que c'est énorme. Okay. Et au Niger, avec le registre AVC, c'est ces fameux dossiers que chaque fois on demande aux étudiants de remplir, à nos collègues médecins de remplir, vous voyez, en 8 mois, on a eu 829 cas d'AVC dans les 4 hôpitaux de Niamey. Hier, on a fait la restitution pour les 9 mois, pour le 10e mois, on est à 985, je pense, cas d'AVC pour les 10 mois. En sachant que le mois de juin, il n'y a pas eu beaucoup de patients dans tous les 4 hôpitaux. Je ne sais pas pourquoi c'est lié à l'affaire de Tabaski ou pas. Donc, l'OMS parle d'une pandémie. Pourquoi? Parce que d'ici 2030, il y aura 16 millions de personnes qui vont faire d'AVC. Et 2030, c'est dans 6 ans, ou dans 5 ans. Ok? Et selon les données, si on prend le nombre de cas d'AVC dans le monde et qu'on divise par 24 heures, on a un AVC qui se produit toutes les 5 secondes à travers le monde. Donc c'est vraiment une pathologie qui est assez énorme, très fréquente, mais en dehors d'être fréquente, cette pathologie, elle est aussi grave. Parce qu'on dit que quelqu'un est devenu handicapé à l'âge adulte, quelqu'un est devenu paralysé à l'âge adulte. C'est vraiment l'AVC qui est la première cause. C'est aussi la deuxième cause de mortalité dans le monde. Vous voyez que c'est le VIH, la tuberculose, le palud, ça on décède beaucoup. Mais l'AVC aussi, c'est la deuxième. Si on prend dans le monde, c'est l'AVC qui est la deuxième cause de mortalité. Et quand on prend aussi dans notre registre AVC, au niveau des hôpitaux, en tout cas le décès intra-hospitalier, ils sont jusqu'à 15%. Donc c'est vraiment énorme. Donc 15% des patients qui rentrent dans les 4 hôpitaux de Niamey décèdent d'AVC. Ça c'est au niveau de l'hôpital. Mais maintenant, en 3 mois, il y a combien qui décèdent? À 6 mois, il y a combien qui décèdent? À 1 an, il y a combien qui décèdent? Ça vraiment, je pense, avec les données de risque, peut-être on aura plus d'informations. Mais aussi, c'est la deuxième cause de démence dans le monde. Les démences, c'est des maladies, c'est comme Alzheimer. Je pense que vous vous souvenez de la maladie Alzheimer, les gens qui oublient, qui ne reconnaissent pas leurs parents. Donc, après l'Alzheimer, c'est l'AVC qui est la deuxième cause qui peut donner cette maladie. Le fait que la personne ne se rappelle de rien, ne peut pas reconnaître ses parents, n'a aucune autonomie, n'arrive pas à s'habiller, n'arrive pas à aller aux toilettes, donc perte d'autonomie totale. Donc on dit quels sont les facteurs de risque. Les facteurs, c'est les facteurs qui exposent quelqu'un à développer un AVC, ou bien une maladie cardiovasculaire. Okay? Et parmi ces facteurs, il y a les facteurs non modifiables. Ces facteurs-là, en fait, c'est les facteurs qui sont où le médecin ne peut pas agir. Regarde, on parle de l'âge. L'âge après 55 ans. Donc on dit qu'après 55 ans, on est vraiment exposé à faire une maladie cardiovasculaire dans les AVC. Et vous voyez que chaque décennie, chaque 10 ans, ces facteurs-là, ça double. Ok? Et aussi le sexe masculin. Donc nous les garçons, on est plus exposés que vous. Hein? Parce que je pense qu'on a des comportements à risque par rapport à vous. On fume, on boit, on fait beaucoup de choses, on est stressé, on vous prend en charge. Hein? Oh, on a 3-4 femmes, donc il y a des gens qui ont 2 femmes, 3 femmes, donc il y a tout ça. Okay? Il y a aussi la race noire. Le fait qu'on soit race noire, on dit qu'on est plus exposé par rapport à ceux de caucasiens, c'est-à-dire que les gens de race blanche. Pourquoi? Parce qu'on est pauvre, parce que sur le plan socio-économique, on n'a pas accès surtout aux soins, on ne dépiste pas notre hypertension artérielle, on ne dépiste pas notre diabète.
moment de l'AVC ou au moment de l'aggravation de la maladie qu'on découvre. Okay? Il y a des aspects génétiques qu'on avait évoqués aussi, mais vraiment ça n'a pas été dans tous les cas. Également, quelqu'un qui a un parent, en tout cas direct, qui a fait un AVC avant l'âge de 65 ans, donc avant l'âge de 55 ans, cette personne aussi est exposée à faire un AVC. Maintenant, les facteurs modifiables, ce sont des facteurs sur lesquels le médecin peut agir. Et en chute de fil, vous avez l'hypertension artérielle qui est vraiment une maladie dont les complications peuvent entraîner l'AVC, le rythme hémorragique ischémique. Donc, vraiment, c'est des facteurs majeurs. Okay? On voit aussi la sédentarité, le fait de ne pas faire des activités physiques. Toujours boulot, dodo, maison. Boulot, dodo, maison, donc c'est fini. Et on mange, et puis on dort, on ne fait pas de sport. Okay? Et puis le fait aussi d'avoir des troubles de cholestérol, donc surtout le mauvais cholestérol, le LDL, okay? Quand c'est élevé, ça expose à faire des maladies cardiovasculaires non seulement, mais aussi des AVC. Donc on parle de diabète, d'obésité, et aussi le couple tabac-alcool, c'est vraiment un facteur qui expose les patients à faire des maladies cardiovasculaires, mais aussi surtout des AVC. Et également, vous voyez l'apnée du sommeil, c'est des gens qui, bon, pas tout le monde qui ronfle, mais c'est des gens qui font des pauses respiratoires pendant le sommeil, et ça entraîne surtout une hypertension artérielle, et souvent ça provoque aussi l'AVC. Les produits contraceptifs que vous prenez, mes soeurs, au moment, donc ça aussi, surtout c'est des macro pilules qui sont macro-dosées, et c'est vraiment, ça donne des maladies thromboemboliques, donc ça favorise la formation des caillots dans les artères, dans les veines, qui provoquent les AVC, bien les thromboses cérébrales, bien les thrombophlébites, bien emboliques pulmonaires. Les drogues, okay, et la migraine aussi, c'est toute la migraine qui est accompagnée avec l'aura. Maintenant, quels sont les facteurs qui précipitent, même si on n'a pas ces facteurs-là, et souvent, certains facteurs, ça précipite la survenue de l'AVC. On a dit le fait d'être à l'excès de colère, et puis on est toujours stressé, stress, colère. Okay? On dit ceux qui prennent des doses fortes d'alcool aussi, donc ça peut précipiter la survenue de l'AVC. Souvent des événements durs, donc ça rejoint le stress et puis colère. Et puis aussi, les malades qui ont déjà une maladie cardiovasculaire, ils ont fait un arrêt du myocarde, une cardiopathie ischémique, ou bien ils sont en haut risque cardiovasculaire, on les a mis sur aspirine 75 ou bien 160, mais celui qui a fait un AVC et qui est sous cardiologie et qui arrête son aspirine, vraiment ça précipite la survenue. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'arrête pas, et c'est à vie l'aspirine. Okay? Sauf s'il y a autre cause. Il y a les infections aiguës aussi, souvent quand il y a certaines infections, ça favorise aussi la survenue des AVC, surtout en cas de cancer. La pollution atmosphérique, ça a été décrit comme un facteur en cas précipitant. Donc maintenant, quelle est la particularité chez la femme? Quand on regarde, les femmes, on dit que les facteurs de risque, c'est les hommes, on est plus exposés que les femmes. Mais en réalité, quand on regarde dans la profondeur des choses, vous voyez que le statut hormonal, en tout cas, permet à la femme, et surtout avec l'ostradiol, l'ostradiol qui est vraiment l'hormone qui protège la femme, okay? Et vous voyez que, et puis aussi la progestérone, je pense que c'est l'une des hormones aussi qui peut provoquer certaines maladies cardiovasculaires. On dit que le statut hormonal expose la femme à un risque d'avoir un AVC par rapport aux hommes. On dit les pilules contraceptives aussi, associées au tabac. Donc ici, je pense au Niger, on ne fume pas, les femmes ne fument pas. Mais il y a certaines femmes qui fument quand même. Hein. Moi, j'ai vu des femmes qui fument et qui portent des hijabs et qui fument. Et, ah oui, hein, oui, elles portent des hijabs et puis elles fument la cigarette. Chicha. Donc vous voyez, quand on prend des pilules et puis on fume en même temps, donc ça multiplie en tout cas les risques de faire un AVC. On a parlé de contraceptifs autoconceptifs. Et puis aussi il y a la grossesse. Vous voyez la grossesse avec l'HTA gestationnel, le diabète gestationnel, avec les éclampsies. Donc, puis aussi, la grossesse c'est un facteur qui est comme on appelle thrombogène aussi. Ça expose aussi la femme à faire des maladies cardiovasculaires, dont les AVC. Et la période de l'accouchement, jusqu'à 2 mois de l'accouchement, la femme est exposée à faire cette pathologie.
c'est un truc que j'ai vu, on dit que les femmes qui ont, à cause de l'endométriose, on a fait une hystérectomie, ça multiplie le risque de 34 fois le risque de faire un AVC. Et dès que la femme arrive à la ménopause, là, c'est le même risque que l'homme. Parce que l'hormone qui protège la femme, qui est l'estradiol, donc cette hormone-là n'est plus sécrétée, donc du coup, donc la femme n'est plus protégée sur le plan cardiovasculaire. Et en dehors de tout ça, en fait, le mode de vie actuel, parce que maintenant, tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire. Donc, nous, on parle d'égalité, ok? Donc, on travaille, les femmes travaillent, on est stressé au travail, les femmes sont stressées au travail, ils vont au boulot de 8h à 17h, nous aussi on vient au boulot de 8h à 17h. Bon, ils n'allaient pas à la popote quand même, c'est la popotine. Donc, tu rentres, c'est encore pour atteindre la cuisine. Mais la cuisine, c'est un anti-stress. Ah, c'est le stress, voilà. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses. Parce qu'avant, les différentes activités que l'homme arrive à faire, les femmes ne le font pas. Maintenant, on a des femmes chauffeurs, on a des femmes astronautes, on a des femmes mécaniciennes, on a des femmes maçons. Ah bon? Donc, pour dire que maintenant, les mêmes facteurs là qu'on a, qui nous exposent à faire des AVC, ces femmes-là aussi, avec le changement de comportement, elles sont aussi exposées à faire. Et donc, d'où le stress professionnel et puis surtout la mauvaise alimentation aussi. Maintenant, quels sont les signes d'alerte rapidement? Pour reconnaître un AVC, il y a des signes d'alerte qu'il faut reconnaître. Il faut noter qu'on parle d'AVC accident vasculaire cérébral. C'est-à-dire que les signes s'installent brutalement. Ce n'est pas prévisible. C'est comme si quelqu'un qui fait un accident de la voie publique, il sort de chez lui, il ne sait pas qu'il va faire un accident de la voie publique, il va faire un accident. Donc c'est la même chose aussi pour l'AVC. D'une minute à l'autre, quelqu'un qui entend parler brutalement, il ne peut plus parler. Donc il faut retenir le mot vite. Okay? Vite, c'est quoi? C'est de façon brusque s'installe une paralysie du visage, donc une asymétrie du visage, okay? Et une impossibilité de bouger un côté, bien un membre, donc l'hémiplégie ou l'hémiparésie qu'on dit, et un trouble de langage aussi, donc surtout la personne a du mal à comprendre ce que les gens disent de façon brutale, ou bien n'arrive plus à s'exprimer, bien un truc de l'articulation, okay? Et on dit pour éviter les pires, il faut appeler le 15 pour que rapidement on te transporte à l'hôpital. Le 15, ça marche au Niger aussi. Quand vous appelez le 15, le SAMU peut venir jusqu'à chez vous, vous prendre et vous amener. Okay? Il y a d'autres signes aussi, okay? Les signes visuels ou bien les grands vertiges. De façon brutale, quelqu'un qui installe des grands vertiges rotatoires, la tête qui tourne, nausée, vomissement, il voit les gens doubles, n'arrivent plus à parler. Comment ça, c'est aussi des signes d'AVC. Souvent, il y a aussi la cécité moléculaire, c'est que de façon brutale, un œil qui ne voit pas, c'est comme si on descend un rideau comme ça, et de façon brutale, l'œil ne voit pas, donc la personne devient aveugle au niveau d'un seul œil. Donc ça aussi c'est un signe d'AVC qu'on appelle OACR, c'est une occlusion de la tête centrale de la rétine. On le traite comme un AVC parce que c'est les mêmes causes que l'AVC. Mais que faire devant ces signes? Okay? Donc nous savons que tout l'état de prise en charge va entraîner des séquelles importantes. Okay? Donc on dit soit vous appelez le SAMU, mais la première des choses, avant d'appeler le SAMU, il faut noter, il faut amener la personne et noter l'heure de survenue. À quelle heure est survenu le déficit moteur, pour voir est-ce que le patient là est dans les critères de thrombolyse ou pas. Ok? On va voir. Et après, il faut appeler le SAMU, sinon s'il n'y a pas de SAMU, il faut appeler les pompiers, ou bien, en tout cas, au Niger, ce qu'on conseille, c'est qu'on utilise nos propres moyens, en tout cas des taxis ou bien nos véhicules pour amener le patient dans des grands hôpitaux. Éviter les cliniques privées, éviter les cliniques privées, les CSI, parce que ça va retarder la prise en charge. Et parfois, les patients viennent tardivement et du coup, on ne peut pas faire grand chose parce qu'ils sont hors délai, soit de thrombolyse. Même si c'est un AVC hémorragique aussi, ils perdent souvent la chance de que la tension soit baissée rapidement pour prévenir l'expansion de l'hématome. Comment poser le diagnostic? Donc, quand le patient vient aux urgences, il a déjà son déficit moteur ou bien son type de langage brutal, donc l'interne ou bien le système ou bien le médecin généraliste fait le laboratoire, il pense à un AVC, et c'est en urgence, c'est soit une IRM cérébrale qui est conseillée, ou bien un scanner. Donc à défaut d'une IRM, on fait un scanner. En tout cas, c'est à certains niveaux, avec l'IRM
particulière de vos champs avec un scanner aussi avec de grosses capacités, donc souvent ils s'égalent. Ça, je pense, c'est un niveau neurologue. Donc, vous voyez que là, les scanners qu'on a ici, ça va montrer soit c'est un AVC à la phase aiguë, vous voyez, soit c'est un AVC ischémique, un AVC hémorragique, donc il va apparaître en hyperdensité spontanée, c'est-à-dire que c'est blanc au niveau du cerveau. Le cerveau il a ce gris là, ça c'est le XR, et c'est blanc. Ou bien parfois, quand c'est la phase hyper aiguë des AVC, souvent le scanner est normal, on ne trouve rien. Donc vraiment ça c'est un bon candidat pour la thrombolyse. Et s'il est dans les délais, parce que le scanner est normal, et il est dans les 4h30, il n'a pas de contre-indication, allez-y, il faut thrombolyser les patients. Ok. Maintenant pour les 2S, souvent il y a les signes précoces de l'ischémie qu'on peut voir sur le scanner. On dit que c'est surtout la sylvienne dense ou bien le basilaire dense, c'est l'hyperdensité spontanée, okay, au niveau de la terre sylvienne qui est vraiment le thrombus qui a bouché la terre sylvienne à la branche M1. On dit que c'est le signe le plus précoce et avec une sensibilité accrue quand c'est des coupes fines. Et vous voyez qu'avec les radiologues, ils peuvent faire la différence. Ils peuvent faire la différence si c'est est-ce que c'est un thrombus ou bien c'est du sang circulant avec la densité. Okay. On peut avoir aussi des signes d'occlusion distale M2, donc vous voyez ici, hyperdensité en M2 ici, okay. Ou bien le thrombe basilaire, hyperdensité du thrombe basilaire, qui sont aussi des signes précoces de l'AVC ischémique. C'est des bons candidats pour la thrombolyse ou bien la thrombolyse, parfois aussi les deux. Okay. Mais quand la lésion est déjà constituée, donc vraiment les scanners permettent de localiser l'AVC et qui va apparaître en hypodensité. On voit bien ici cette hypodensité qui est là. Il prend toute la sylvienne. Okay. Il prend toute la sylvienne et vous voyez ici aussi dans l'artère cérébrale moyen, l'artère cérébrale antérieure, l'ACP, et ça c'est les cérébraux, la pica et la péricaleuse aussi, vous voyez. Donc ça permet de localiser bien sûr l'AVC ischémique. Donc, comme je disais, le scanner permet aussi de confirmer le diagnostic de l'AVC hémorragique, de localiser, et souvent de dater aussi, et parfois de calculer aussi le volume de l'hématome. Rapidement, quelle prise en charge? Okay. La prise en charge, vraiment, ça devait se faire comme dans les autres pays du monde, dans une filière. Dans une filière qui va d'amont en aval, okay, en passant par les unités neurovasculaires. Donc les unités de soins intensifs neurovasculaires et les UNV. Donc, mais ces patients passent d'abord par les urgences ou bien par le SAMU. Ils amènent aux urgences, on pose le diagnostic et on les transfère au niveau des soins intensifs. On fait la thrombolyse ou bien, même si le patient n'est pas thrombolysé, le fait qu'il soit hospitalisé en soins intensifs pendant des 72 heures là, en tout cas ça permet, ça donne beaucoup de chances de récupération, mais aussi surtout de moins de récidive. Et en aval, c'est sur la rééducation, donc il faut observer les patients. Et on voit que ces unités-là, il y en a beaucoup. Donc, ça c'est notre soin intensif. Nous sommes parmi, je pense, les 5 premiers de l'avoir en Afrique subsaharienne, francophone, je dis. Et vous voyez, au Nigeria, ils ont jusqu'à 5 unités neurovasculaires. Donc, 200 millions d'habitants, c'est peu. Okay. Et pourquoi on dit qu'il faut thrombolyser les patients? Pourquoi il faut les thrombolyser? Et pourquoi il ne faut pas baisser la tension à la phase de quand on ne sait pas c'est quel type d'AVC? Imaginez quand c'est ischémique, vous voyez, à 30 minutes, voici la partie qui est ischémique et nécrose. Cette partie, on peut la récupérer. Et quand on fait la thrombolyse, on récupère cette partie jaune, parce que cette partie jaune-là, elle souffre, elle est hypo-oxygénée. Okay? Donc, le caillot est débouché et du coup, la personne récupère. Et plus le temps passe, vous voyez que la nécrose va grossir, et à 6 heures, vous voyez, à 6 heures, ça ne sert à rien pour souvent. Okay? Il y a une petite partie, et à 12 heures, il y a même un risque de thrombolyser les patients. Okay? Ça, c'est vraiment le bol sans il y a des cas où, au cas par cas, on peut aller jusqu'à 24 heures. Ça, c'est vraiment au niveau de ce risque. Et pourquoi il faut baisser la tension? Parce qu'en ce moment, quand on baisse la tension, quand c'est une ischémie,
et que la tension a une tension à 20, 21, ou bien 20, 21 jusqu'à 22, il ne faut pas toucher parce que quand vous touchez, ça baisse la pression intracrânienne et ça va grossir. La nécrose va grossir et du coup, vous aggravez votre patient. Donc quand il vient au quand vous n'avez pas le scanner, vous ne devez pas baisser la tension. Ok? Donc il va dépasser 22,12. Et vous voyez que si un patient n'est pas traité, on dit que chaque minute c'est environ 2 millions de neurones qui perdent. Et quand c'est un AVC qui occupe toute la sylvienne, toute l'artère cérébrale moyenne, vous voyez que c'est 1200 milliards de neurones perdus. Ça fait 7140 km si on les allonge ensemble, et ça fait 36 ans de vieillissement accéléré. Donc voici le traitement pour l'AVC ischémique rapidement. Donc c'est la thrombolyse intraveineuse que vous connaissez, et le délai de traitement c'est inférieur ou égal à 4h30 du début des décès. Quelqu'un qui a fait à 16h, plus tard à 20h30, il doit bénéficier. Donc mais il faut être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication, okay, qui peut aggraver le temps. Ou bien la thrombectomie, c'est aller chercher ce caillot à travers un petit cathéter, et puis ça soit on l'aspire, soit on le piège dans le stent, et puis on le fait sortir. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore commencé ça ici, mais c'est avec la théographie qu'on fait là, c'est avec ce même mécanisme. Je pense que d'ici peut-être 2 ans, 3 ans, on aura ici, Inch'Allah. Et pour l'AVC hémorragique, vous voyez que ces patients doivent être hospitalisés en IGNV comme les AVC ischémiques. Et dès qu'ils rentrent, les AVC hémorragiques, il faut baisser la tension rapidement. Et on sait qu'en baissant la tension, peut-être que ça peut diminuer le risque que l'hématome grossisse pour entraîner un peu de la vigilance. Et on sait que ça améliore le pronostic aussi. Okay? Donc antalgique, les patients qui viennent sous AVK, il faut mettre les antidotes. Et ceux qui viennent sous le nouveau certificat aussi, il y a les antidotes. Je pense même maintenant, il y a pour l'apixaban et puis le rivaroxaban, là c'est validé, je pense, avec le nouveau antidote. Donc, je voulais montrer notre première série de thrombolyses qu'on a eu à faire ici. Donc, on a eu 16 patients thrombolisés. Vous voyez que l'âge moyen de ces patients, 55,3 ans. 27 ans, c'est la femme enceinte. Et 79 ans, je pense que c'était le colonel Fora qui est décédé. On avait 8 femmes, 10 hommes. Et le temps moyen entre le déficit et la diminution rectale, c'est 14 minutes. Vous voyez, il y a un patient qui est arrivé à 27 minutes de début de symptômes. Et celui qui vient en retard est venu à 180 minutes. Le score moyen était 12,8. Donc c'est des AVC assez, en tout cas, de gravité moyenne. Vous voyez le délai entre le déficit et puis la thrombolyse, la moyenne ça fait 196 minutes, donc ça fait 3 heures et 16 minutes comme ça, la moyenne. On a fait un cas sur grossesse, et à 3 mois, il y a 64% de ces patients qui marchent, en tout cas sans canne. Et je pense qu'on a eu un décès, un deuxième décès qui est il y a 3 mois, à moins de 3 mois. C'est correct, ça. Maintenant, quelles sont les mesures préventives? Rapidement, on dit qu'il faut avoir 6 choses en tête. Okay? La première chose, il faut contrôler l'hypertension artérielle. Même si on n'est pas hypertendu, on dit ce qui est conseillé, il faut aller au moins une fois par trimestre ou une fois par semestre prendre sa tension. Je sais que nous, on est à l'hôpital. Moi, ça fait plus de 6 mois que je n'ai pas pris ma tension. Pas normal. Alors que chaque matin, je vois des trucs. Donc, le fait qu'on contrôle sa tension, on diminue le risque de faire la pression artérielle. Zéro alcool, ça c'est moi qui l'ai modifié. Mon médecin nous dit que vraiment de diminuer l'alcool, le vin. Mais le fait de ne pas prendre l'alcool, et puis comparé à celui qui prend, même si c'est un verre de vin par jour, celui qui ne prend pas l'alcool fait moins d'AVC par rapport à celui qui prend. Vous voyez? Et troisième chose, on dit manger sainement. Donc on dit il faut manger sainement, moins de gras, plus de fruits et de légumes. Voilà, donc, et puis manger les 3 repas par jour. À chaque repas, il faut avoir des fruits et des légumes. Okay? Peu salé. Okay? On n'a pas dit non salé, c'est peu salé et peu sucré aussi. Donc, contrôle sa glycémie aussi, au moins annuellement, on contrôle sa glycémie, chaque trimestre, pour savoir si on est diabétique ou pas. Et également aussi, c'est surtout avoir une activité physique, sportive, qui est de marcher au moins, en tout cas, 30 minutes et 3 fois par semaine qui est conseillé. La marche, le sport, et puis surtout arrêter de fumer parce que fumer, ça a multiplié
pu les faire un AVC ischémique. Pour dire que si on respecte tout ça là, 90% des AVC sont évitables. Mais c'est parce qu'on ne fait pas tout ça que, bon, il y a des causes génétiques aussi, hein, que même si on fait tout ça, on peut faire. Donc c'est la même chose que j'ai fait ici. Donc contrôle le diabète, surveillance de la TA, 5 grammes de sel par le sac est conseillé. Fausia me disait que dans Magic Poulet, il y avait 25 grammes, c'est ça par cube. Petit cube là. Le tout petit cube là. C'est 25. Que c'est 25 grammes de sel. 25 grammes. C'est conseillé. C'est conseillé 5 grammes. Donc éviter stutrio, Miguel, tabac, pur, arrêt de cigarettes, chicha et alcool, et puis aussi régime, c'est surtout alimentation saine, maintenir un poids de santé et exercer le sport. Le sport, parce que ça réduit 25% des AVC et gérer surtout son stress. C'est ça le problème. Je vous remercie pour votre attention.